Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Il y a beaucoup d'actualités intéressantes cette semaine qui vont changer pas mal de choses et qui ont déjà changé la carrière de beaucoup d'acteurs. On va parler évidemment de tout ça et pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière j'ai lancé une émission en direct tous les jeudis sur YouTube et Twitch avec à chaque fois des invités et en chaque début de vidéo actualité à partir de maintenant, je vous annoncerai les invités de RageBait et cette semaine, des invités de luxe. Évidemment, nous avons Clara, Runaway et le capitaine du Nexus 6 qui seront présents pour parler de Frankenstein, Guillermo del Toro, de leurs films, comme on a fait avec l'émission la semaine dernière avec Grimm et Aude. On va parler aussi de l'actualité en détail à plusieurs, Sydney Sweeney et plein d'autres choses que je vais évoquer aujourd'hui. Donc soyez présents et encore une fois, si vous ratez l'émission, la rediff est disponible sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez pouvoir changer de pays, avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard que moi je trouve fabuleux. Sur Disney+, dès cette semaine, vous avez Les 4 Fantastiques, mais vous avez déjà Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais ça fonctionne si vous avez HBO avec un compte Canal. Connectez-vous à HBO avec ce compte. Vous allez avoir Superman, Weapons ou Materialist. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Il suffit de changer de pays comme un pays de l'Union Européenne parce que d'après moi, c'est plus simple. La Roumanie, la Bulgarie et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche aussi sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez mais en ce moment il y a des sites internet qui ne sont plus accessibles sauf si vous mettez votre carte d'identité et personne n'aime ça. Donc utilisez un VPN si vous voulez continuer à vous Guillermo del Toro en paix. Vous êtes cinéphile donc vous avez parfois envie de voir un film d'une manière un peu spéciale. Vous savez ce que je veux dire? Eh bien il faut utiliser un VPN pour être en pleine sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics c'est fait. C'est super simple. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour commencer avec les actualités de la semaine, c'est Bahubali de Eternal War qui a le droit à une bande-annonce. C'est un nouveau film d'animation dans l'univers Bahubali. On ressent déjà le style d'animation Spider-Verse. C'est assez surprenant à quel point Spider-Verse a changé le monde de l'animation. Mais surtout, moi, je n'ai pas vu la bande-annonce en détail. Je l'ai regardé vite fait pour voir un peu les images parce que j'ai pas vu Bahubali. Je vais attendre la sortie Blu-ray des 2 films pour les voir à la maison, version longue. Comme ça, j'ai les 2 films séparés. Je peux regarder parce que je voulais le voir en salle. D'ailleurs, j'ai payé ma séance en salle, mais je ne suis pas allé car les spécialistes du cinéma indien m'ont dit de ne pas découvrir Bahubali avec la version épique, le Director's Cut qui était sorti là récemment, mais plutôt de voir les 2 films séparés. Donc, je leur fais confiance et j'attends la version Blu-ray. Comme ça, je regarderai à la maison et je parlerai évidemment de ces 2 films apparemment incroyables. Ibelline aura le droit à une adaptation. Ibelline, c'est un film documentaire qui est sorti il y a quelques années, ou je crois, ou l'année dernière sur Netflix, qui a raconté l'histoire d'un homme malade, un jeune homme, et sa vie dans World of Warcraft. Une adaptation cinéma va avoir lieu avec Charlie Plummer, Stephen Graham, Toni Collette, Isabella Merced et Anthony Hopkins. Donc je pense que ça va être intéressant parce que le documentaire Netflix était vraiment bien, touchant, et une adaptation cinéma peut bien marcher, surtout que ça va lier, je pense, des scènes de World of Warcraft. Je suis curieux de voir s'ils vont faire des scènes du jeu vidéo, où ils vont reprendre littéralement le jeu vidéo comme ils ont fait dans le documentaire, mais le documentaire est très très bien, Ibelline ça s'appelle, et je suis très curieux de voir dans quelle direction va aller l'adaptation cinéma, ou Netflix, on ne sait pas encore où ça sera distribué, mais ça peut être vraiment bien. Tramel Tillman et Ian McKellen seront dans le projet Scrooge. Vous savez, il y en a 2, il y a le projet de Robert Eggers avec Willem Dafoe, mais il y a aussi celui de Ty West avec Johnny Depp. Tillman et McKellen ont rejoint le projet de Ty West avec Johnny Depp. Je suis curieux de voir ça parce que voilà, je pense que ça peut être un projet intéressant, puis j'aime bien le réalisateur, même si je suis plus curieux de la version de Robert Eggers, mine de rien. La Momie 5 a été annoncée, c'est pas une blague, c'est vrai, c'est confirmé. Brendan Fraser, Rachel Weisz seront de retour, ça sera réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, de Scream 5. Alors la Momie, ça s'est vraiment cassé la gueule très très vite, soyons sincères, honnêtes, mais là je me dis ok, un reboot / suite spirituelle ou même suite tout court, parce que ce sera la Momie 5 pour l'instant, mais je pense qu'ils vont essayer de rebooter aussi d'une certaine manière. Je sais pas si ça m'intéresse honnêtement, surtout que soyons aussi honnêtes, l'âge des acteurs principaux c'est plus la même chose, on va se taper une sorte d'Indiana Jones mais avec des personnes plus âgées. Ça va être particulier de voir ça parce qu'Indiana Jones 5 avec Harrison Ford vieux,
ça passait, mais bon, voilà, c'était un peu compliqué aussi, c'était pas la même ambiance. Et les réalisateurs de Scream 5, moi j'y vois un film de commande, ça a pas l'air exceptionnel, mais encore une fois, bénéfice du doute, et on reparlera de la saga, j'imagine, un jour, mais c'est prévu pour 2027. Pour l'instant, Michael, la bande-annonce que vous savez, j'ai détesté, hein, j'en ai fait une vidéo exprès, a battu un record. C'est la bande-annonce de biopic musical la plus vue de l'histoire avec 116 millions de vues. Si vous voulez mon avis, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. Nous avons Francis Ford Coppola qui apparemment est fauché. Il a dû vendre son île à 1,8 million de dollars, une montre à 1 million de dollars. Déjà, une montre à 1 million de dollars, c'est un truc de fou. Il a fait 100 millions de pertes sur Megalopolis. Et pourquoi est-ce qu'il vend tout ça? Parce que de une, il est endetté, mais surtout qu'il veut faire un autre film. Donc là, le mec est en train de vendre tout ce qu'il a pour financer des films. Moi, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve que c'est ça un vrai artiste aussi, que ses films plaisent ou pas. Je trouve ça vachement bien. Donc, merci Coppola. Pour ça, c'est cool qu'il vende genre tout son patrimoine. Il a vendu une partie de son vignoble pour Megalopolis, qui lui a rapporté beaucoup d'argent, son vignoble. Mais là, il vend quasiment tout. Il a vendu une île. Déjà, une île pour 1 million, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais il a tout vendu pour financer son prochain film. Et je respecte ça. Pour le coup, ça me donne vraiment envie de voir ses prochains projets. Parce que Megalopolis, moi, mine de rien, je l'ai défendu. Richard Linklater a prévu son prochain film. Ça sera un film qui s'appelle Hippies, sur des hippies, du coup, au 19e siècle, avec Ethan Hawke, Nathalie Portman et apparemment Oscar Isaac, mais c'est pas encore sûr pour Oscar Isaac. Moi, j'ai bien Linklater, donc pourquoi pas. Il y a eu 2 décès de réalisateurs importants récemment. Il y a eu Lee Tamahori, qui est donc un cinéaste néo-zélandais qui est connu pour Once We're Warriors, et évidemment Peter Watkins, qui est connu, lui, pour Punishment Park et La Commune de Paris, donc qu'il repose en paix, ces 2 réalisateurs qui ont marqué quand même une grande partie du cinéma par leurs films, qui étaient très influents. Une pensée à leur famille et leurs amis, je dois rattraper leurs films, c'est une évidence. South Park, d'après les créateurs, n'est pas devenu politique. Ils ont dit un truc hyper intéressant, ils ont dit qu'en fait, ils ont toujours traité de pop culture, mais qu'aujourd'hui, la politique est devenue la pop culture. Et je trouve qu'ils ont raison, parce qu'à chaque fois, il y a plein d'abonnés qui me disent « tu parles trop de politique et tout », mais en fait, moi, je traite aussi de pop culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique est devenue la nouvelle pop culture et on peut pas y échapper. C'est normal, c'est comme ça, tous les gens qui essaient d'y échapper, c'est ridicule, c'est risible. Il y a tous les gens qui s'intéressent surtout à la pop culture et au cinéma et des choses comme ça. La politique est présente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eux-mêmes le disent et je trouve que c'est vraiment pertinent, maintenant, c'est comme ça. La politique fait, malheureusement ou pas d'ailleurs, hein, partie de la pop culture. Alors, quand on parle de politique, la pop culture a toujours eu la politique, on est d'accord sur ça, tout est politique. Évidemment, surtout l'art, mais là c'est vrai que le côté partisan est rentré de plus en plus dans la pop culture et du coup les œuvres doivent le traiter de plus en plus ce côté-là parce que sinon il s'est complètement dépassé et South Park s'est vu obligé aussi. Bon, il y a d'autres délires avec South Park que j'en ai parlé il est précédent mois, mais je trouve que c'est intéressant comme analyse de se dire voilà, maintenant la politique est plus un objet de pop culture qu'un objet de politique entre guillemets à part, même si encore une fois toutes les œuvres sont politiques. Et si on parle de politique, il faut parler de la Paramount qui a décidé de blacklister des acteurs considérés comme antisémites. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines, il y a plein d'acteurs qui ont signé une liste, une sorte de pétition pour ne plus jamais travailler avec des entreprises israéliennes qui participent au génocide des Gazaouis et des Palestiniens. Et il y a plein d'acteurs connus, Joaquin Phoenix, Javier Bardem, Andrew Garfield, Yorgos Lanthimos, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Emma Stone, Guy Pearce, bref la liste, il y avait plus de 1400 noms, des choses comme ça. Et la Paramount a décidé de contre-attaquer en se disant non, vous êtes antisémite. Du coup, la Paramount a décidé de blacklister toutes ces célébrités et de ne plus travailler avec tant qu'ils enlèvent leur nom de cette pétition. Et ça ne va sûrement pas arriver, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis très content que des célébrités aient décidé de mettre leur carrière en jeu, parce que apparemment, c'est quand même un studio historique. Hein. Pour le coup, ils font beaucoup de films qui cartonnent. Donc, ils ont préféré ne plus jamais travailler avec la Paramount, parce que maintenant, ils se sont fait blacklister. Et je suis content de la Paramount réagisse. Pourquoi? Parce que moi, ça solidifie un peu cette croyance que j'avais en eux, en tout cas dans leur activisme, dans leur portée, dans leur voix. Et je trouve ça bien qu'il y ait des vraies conséquences à ça, parce que ça prouve qu'ils sont prêts à perdre des vraies opportunités pour leurs convictions. Et je trouve ça bien. La Paramount, ridicule, hypocrite. Regardez la saison 2 de The Rehearsal. C'est l'œuvre de Nathan Fielder qui disait, lui, en tant que créateur, cinéaste juif, que la Paramount était antisémite. Il y a un super épisode sur ça où il compare la Paramount à des nazis. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là, c'est vraiment la Paramount qui fait la récupération pour dire « Ah, mais les gars, on n'est pas antisémites », alors que ces gens-là qui ont signé la pétition n'ont rien d'antisémite. Hein. Ils veulent juste la fin du massacre et du génocide des Palestiniens. C'est tout. Donc moi, je suis content de la part de ces gens-là pour leur effort, leur activisme, et ça solidifie encore une fois l'avis positif que j'avais de leur engagement par rapport à la Paramount qui va s'opposer à eux. Je trouve ça très très bien. Chose qui est négative cependant, c'est Jeremy Renner qui est accusé de comportement complètement déplacé. Il voulait appeler ICE. ICE, c'est la police d'immigration des États-Unis qui est en train
de rafler mais quasiment tous les gens un peu étrangers, qu'ils soient des immigrés illégaux ou pas d'ailleurs, et les envoyer ou en prison ou dans des camps dans d'autres pays. Bref, c'est tout un bordel. ICE, c'est une police clairement illégale qui agit sans justice, et il voulait appeler ICE après que Izu, je pense que ça se prononce comme ça, ou Izu, je sais pas exactement comment on dit, ait critiqué son comportement déplacé. Il lui a envoyé visiblement des images pornographiques, il était bourré, il lui a dit des choses horribles, presque de l'agression sexuelle, et c'est pas la première fois, hein. Jeremy Renner a été aussi accusé de comportement complètement déplacé par son ex-femme à l'époque. Apparemment, il est complètement abusif, et bon, il a eu cette histoire avec, vous savez, son accident, mais depuis, visiblement, il a eu pas mal de comportements déplacés aussi, et elle est en pleine quête pour faire tomber Jeremy Renner. Elle en parle souvent sur les réseaux parce qu'elle a vécu quelque chose qu'elle trouvait horrible, et évidemment, Jeremy Renner, son management, nie complètement les accusations. À voir comment ça va évoluer, mais c'est ultra spécifique. Il y a des preuves de son côté, d'images envoyées, toutes ces choses-là, donc c'est assez crade. On soutient les victimes, encore une fois, peu importe si on aimait Jeremy Renner avant, si c'est un vrai connard, s'il fait le mec sympathique et tout, et là il veut appeler la police d'immigration sur sa collègue, parce qu'en fait ils bossent ensemble sur un projet. C'est ridicule, c'est honteux, moi ça me dégoûte, donc on verra comment ça va avancer, quel genre de preuves il y aura, est-ce qu'ils vont s'entendre, est-ce qu'il y aura des excuses, on verra, voilà. On verra comment ça évolue, on verra ce qu'elle va dire. Je suis curieux de voir comment ça va avancer, mais c'est tout nouveau et ça va sûrement aller au tribunal parce que c'est le vrai bordel et ils se détestent, hein, évidemment, depuis. Donc voilà, on croit les victimes ici, et Jeremy Renner, si c'est un connard, on verra qu'on aura plus d'infos. Eh bien, il faudra le dire, c'est un connard et on peut ne plus le respecter, hein, ça y a aucun problème sur ça. Au moins on en sait un peu plus sur les acteurs et qu'on arrête de les idolâtrer. Moi ça me déçoit clairement de lui, hein, pour le coup, parce qu'il avait l'air d'être un mec sympathique et tout, mais là voir ce nouveau visage de sa part, je trouve ça un peu triste, mais c'est comme ça, et il faut encore une fois soutenir les victimes. Mais si on parle d'un acteur ou d'une actrice plus précisément qui s'est cassé la gueule ces derniers mois, c'est Sydney Sweeney. Alors Sydney Sweeney, c'est une catastrophe l'année qu'elle a eue en termes de box-office, mais en termes de marketing, en termes de relations publiques, c'est abominable ce qui s'est passé pour elle, et je pense que c'est un peu mérité. Pour le coup, donc elle a fait cette fameuse publicité de jean, où clairement il faisait des blagues de suprémacistes blancs, et jouait clairement le côté, vous savez, républicain, trumpiste, parce que elle s'est fait beaucoup de fans chez l'extrême droite américaine, et elle jouait vraiment avec son image par rapport à ça. Elle arrivait à avoir plein de soutien côté extrême droite, et elle voulait pas se placer politiquement comme beaucoup de ses collègues, amis, qui sont plutôt démocrates et tout. Là, ils étaient vraiment en mode, écoutez, moi je ne parle pas de politique et tout, je m'en fous de la pub de jean. Sauf que là, elle a fait une interview. Elle a fait une interview où la journaliste entre grosses guillemets, parce que vraiment c'était ridicule comme interview, j'ai tout regardé, hein. Elle lui posait des questions par rapport à la pub de jean, et lui tendait des perches. Et des perches qui étaient évidentes à saisir, en lui disant, écoute, est-ce que là, tu veux dire devant le monde entier, je paraphrase un petit peu, que tu n'es pas raciste, que tu n'es pas une suprémaciste blanche? Est-ce que tu veux dire ça devant le monde entier? Et elle a dit non. Elle a dit, je parlerai lorsque j'aurai un truc à dire et lorsque j'aurai envie. Je suis désolé, moi, on te propose de dire devant le monde entier, c'était pas mon intention cette publicité, je pense que c'était un malentendu, c'était un quiproquo, c'est pas du tout raciste, j'ai juste fait une pub de jean. Elle a dit j'ai juste fait une pub de jean, ça elle l'a dit. Mais elle aurait pu rajouter non, moi je suis pas du tout une suprémaciste, évidemment, non. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que dire ça, dire qu'elle n'est pas raciste, dire qu'elle n'est pas une suprémaciste blanche, ça serait aliéner une énorme partie de sa communauté, de ses fans, mais surtout de ses nouveaux amis milliardaires. Jeff Bezos et tous ces trucs-là, elle est maintenant dans les sphères très hautes, elle veut des rôles importants, elle veut être une James Bond girl dans James Bond, évidemment le prochain c'est Jeff Bezos qui gère ça, et tous ces milliardaires-là ils votent évidemment extrême droite, ils sont trumpistes, beaucoup d'entre eux, enfin voilà, ils vont où va l'argent évidemment, mais l'argent est chez Trump en ce moment, et c'est lui le président, donc il y a cette vague d'anti-wokisme, où tu as l'impression que Sydney Sweeney, sa famille, tout ça, font partie, vous savez, des aventuriers de Noël. Pour ceux qui ont vu One Battle After Another, on dirait ça un petit peu. Et je trouve que la manière dont elle a géré son marketing, comment elle était sur les plateaux, et cette interview-là, qui est lunaire, hein, lunaire, on lui offre plusieurs opportunités de dire « je ne suis pas raciste », elle ne la prend pas cette opportunité, elle dit juste des banalités. On lui demande « ça fait quoi d'être partagé par le président ?» Elle dit « c'est surréaliste ». Mais meuf, dis juste « t'es pas raciste ». C'est tout, dis juste « t'es pas raciste ». Donc, moi je l'ai défendu, hein, Sydney Sweeney, j'ai dit qu'au fait, il faut arrêter de la sexualiser. Elle a le droit de se sexualiser elle-même si elle le veut, mais je trouve que c'est une bonne actrice, et je maintiens, je trouve que c'est une bonne actrice, hein. Mais là, la manière dont elle a géré la pub avec les jeans, là c'est la première fois qu'elle parle, entre guillemets, publiquement de la pub des jeans, hein, des mois après. Elle n'a pas dit qu'elle n'était pas raciste, et je trouve ça choquant. Moi je trouve que c'est ridicule, donc là la cote de popularité de Sydney Sweeney en pleine chute libre, elle est en train de massacrer sa carrière, et le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait ces films, ils font que flopper. Elle a sorti Eden au cinéma de Ron Howard, énorme flop. Americana cette année, énorme flop.
elle a sorti Christie. Et alors là, vous allez halluciner. Christie, c'est le rôle à Oscar de Sydney Sweeney, entre guillemets. Hein. C'était comme ça que le marketing a été fait. Elle a pris du poids, et s'est entraînée, c'est un biopic et tout. Elle était censée avoir ce rôle à Oscar. Et il y avait une grosse diffusion et distribution de ce film qui était prévue depuis des mois aux États-Unis parce que c'était vendu comme son rôle un peu à Oscar, académique et tout, pour qu'elle aille chercher des récompenses. Sauf que, avec ces polémiques-là, avec ce projet-là, ils ont complètement réduit le marketing du film parce qu'ils ne croyaient plus du tout au projet. Et surtout, que c'est le 9e plus grand flop de l'histoire des États-Unis. C'est 9e, hein. On parle du plus grand flop n'importe quel film au-delà de 2000 séances. Donc pour les films qui ont plus de 2000 cinémas aux États-Unis, c'est le 9e plus gros flop de l'histoire. La liste des autres films, Inconnu au bataillon. Vous en connaissez aucun, mais c'est que des trucs atroces, quoi. Et là, énorme flop, ça n'a rien rapporté au box-office. Il n'y aura sûrement pas de campagne aux Oscars. Donc elle a flingué sa carrière avec cette pub de jean, avec ses interviews de merde. Franchement, elle aurait dit « Je suis pas raciste, désolé pour le quiproquo ». Moi, j'aurais fait « Ok, pas de souci ». Mais comme tout le monde, en fait, c'est normal. Mais elle ne l'a pas fait. Là, elle flop avec 3 films cette année, 3 gigantesques flops cette année. Elle doit, alors j'espère que je dis ça de manière symbolique, sucer Jeff Bezos pour avoir des rôles maintenant. C'est pour ça qu'il est au mariage, qu'il se fait copain-copain avec ces gens-là, parce qu'elle veut des gros rôles dans la licence James Bond, et je trouve ça déprimant. Amy Lou Wood, légende, vraiment adorable, a littéralement commenté sur l'interview de Sydney Sweeney avec un emoji vomi, et moi je soutiens Amy Lou Wood. C'est catastrophique ce qui se passe avec Sydney Sweeney, la manière dont il s'est cassé la carrière. Moi je suis passé, quoi, cette année j'ai fait une vidéo sur elle l'année dernière où je l'ai défendue, ah là maintenant je suis en train de me dire, mais en fait elle est ridicule cette meuf. Elle est ridicule, elle est stupide, elle a flingué un peu toute la sympathie qu'avaient les gens envers elle, et elle se fait de plus en plus amie avec des républicains, des trumpistes, et elle va faire son coming out MAGA dans quelques mois, quelques années peut-être, parce qu'elle aura besoin du soutien des républicains. Sauf que les républicains, ils vont pas voir ces films. C'est ça le truc aussi. Encore, disons les gens de gauche l'avaient déjà dit, et c'est vrai, il y a des chiffres de ça, iraient plus voir les films de Sydney Sweeney, qui sont quand même des films d'auteur en général, des films indépendants, mais les gens MAGA, en fait, beaucoup d'entre eux l'aiment parce qu'elle est fraîche aussi. Et parce qu'elle est conservatrice, peut-être. Elle n'a pas encore fait son coming out. Donc elle s'est complètement rétamée la gueule. Et je pense que c'est un peu mérité. Parce qu'elle a tellement mal géré sa campagne marketing, son image publique là récemment, que moi j'attends des excuses. Moi j'attends de me dire, ok, en fait, les gars, je suis pas raciste, pardon, et on passe à autre chose. Ça serait ok. Il faut accepter les excuses des gens aussi. Hein. Que ce soit hypocrite ou pas, moi je m'en fous. Il faut dire, les gars, je suis pas raciste. Cette pub de jean, c'est juste une pub de jean. C'est un quiproquo et puis basta. Mais non, elle a pas fait. Donc pour l'instant, elle se fait cancel à juste titre, mais vraiment juste titre, parce que je trouve que c'est pas un comportement à avoir en 2025, dans un monde qui se radicalise, juste dire que je ne suis pas raciste. C'est pas compliqué. En fait, on s'en fout pour qui elle vote. Juste dis t'es pas raciste, parce que tu peux avoir plein de raisons de voter pour Trump ou les autres. Juste dis t'es pas raciste. C'est tout en fait. C'est tout. Mais non, elle a pas fait. Donc pour moi, le downfall est complètement mérité, alors que je l'ai défendu il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'étais en train de dire non mais il faut la respecter, c'est une bonne actrice qui a du talent, et je le pense encore, hein, c'est une bonne actrice qui a du talent et tout, mais là le comportement, c'est inacceptable. Pour changer complètement de sujet, j'ai envie de parler de la nouvelle série de Vince Gilligan, je l'ai critiqué ce week-end, s'appelle Pluribus, je crois qu'on prononce comme ça. Encore une fois, j'ai critiqué les 2 premiers épisodes qui sont exceptionnels, pour l'instant ça sera, je pense, la meilleure série de l'année, donc allez voir ma critique. Mais Vince Gilligan, donc le créateur de Breaking Bad, a dit qu'il aimerait bien faire 4 saisons de Pluribus. La saison 2 est déjà prévue, pas encore officialisée, mais elle est greenlit. Greenlit, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler dessus, mais ils attendent de voir un peu les audiences pour l'officialiser. Il faut savoir que c'est un budget de 15 millions par épisode, donc c'est un blockbuster pour le coup Apple TV+. Et ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, ils ont rappelé que c'était fait par des humains. Vince Gilligan est anti-IA, il a rappelé, voilà, c'est une série faite par des humains, pour des humains, littéralement. Même le générique Apple TV, d'ailleurs, il est fait par des humains. Vous savez, le générique en début, il est fait en practical. C'est pas du CGI, ils l'ont fait pour de vrai, je trouve ça super cool. Donc Pluribus, 4 saisons pour l'instant. Saison 2, plus ou moins confirmée. J'adore voir ce que ça va donner. Je sais pas si je ferai la critique semaine par semaine, parce que ça va pas très bien marcher comme vidéo et ça me prendrait beaucoup de temps, je pense, à voir, surtout avec l'émission maintenant et tout, on verra bien. Mais Pluribus, si tu vas pas regarder, allez voir ma critique, sans spoiler évidemment, et ensuite j'ai une analyse spoiler, mais pour l'instant, c'est exceptionnel. La série Mass Effect, alors c'est intéressant parce que en gros, ça sera une histoire originale qui va se passer après la trilogie de Shepard. Et moi, je trouve qu'à la fois, c'est intéressant parce que c'est très bien de ne pas refaire la trilogie de Shepard, même si j'aurais bien aimé voir l'histoire de Shepard en série télé, ça j'avoue, mais c'est bien qu'il parle d'autres choses, qu'il fasse un truc complètement différent. Cependant, moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse un truc avant la trilogie. On a plein de livres, vous savez, La guerre du premier contact, par exemple, ou plein d'autres histoires sur Omega. Enfin bref, il y a plein d'histoires avant la trilogie
de Shepard qui aurait été hyper intéressante en live action. Mais là, ils vont faire une histoire originale, nouvelle, après la trilogie. Je sais pas quoi en penser. Honnêtement, moi je suis un petit peu déçu par rapport à ça. J'aurais aimé voir peut-être avant, ou même l'histoire de Shepard, ça m'aurait pas vraiment dérangé. Mais là, après, en plus j'ai pas fait Andromeda, même si Andromeda c'est une autre galaxie, hein, on est d'accord. Je suis un petit peu déçu, mais encore une fois, à voir ce que ça va donner quand ça sortira normalement en 2027. K-Pop Demon Hunters devrait sortir en 2029. Et oui, la suite, un film d'animation, ça prend du temps, hein, 3-4 ans minimum. Sur Netflix pour l'instant, mais je pense que vu le succès du premier, ils vont essayer de faire une sortie salle pour assurer les ventes, pour assurer le succès, pour se faire plein d'argent. Vu le succès de K-Pop Demon Hunters, je pense vraiment qu'ils peuvent taper le milliard en 2029. À voir, hein, c'est dans longtemps. Mais voilà, 2029, normalement pour ce film, peut-être un peu après, à voir ce que ça va donner. Il y a un jeu vidéo Overcooked que j'ai fait avec ma copine qui est... En fait, c'est un test pour voir si ton couple va durer. Dans mon cas, c'était compliqué. Voilà, franchement, on a failli casser 20 fois. Je rigole en disant ça évidemment un petit peu, mais il y aura une télé-réalité Overcooked sur Netflix. Why not? Je pense qu'il y a un truc à faire, non pas sur la cuisine, mais sur le côté vraiment couple à tester ou amitié à tester, parce que c'est un truc où tu peux tellement te faire des ennemis avec tes plus grands proches, c'est très intéressant, donc pourquoi pas, ça peut être rigolo. Je suis pas très télé-réalité, mais celle-ci ça pourrait m'intéresser parce que j'ai fait le jeu, enfin j'ai fait les deux jeux, enfin cette version-là où il y a les deux jeux dedans, et c'était vachement bien comme jeu, donc pourquoi pas. Raygun, le projet de rêve de Brad Bird, qui veut faire depuis des décennies, sortira l'année prochaine sur Netflix. C'est confirmé, c'est un peu triste parce que j'aurais aimé voir ce film en salle, mais voilà, au moins on sait qu'il sortira l'année prochaine. Là où Zach Cregger, le réalisateur de Barbare, de Weapons, devait sortir un film de science-fiction sur Netflix, mais malheureusement il ne le fera pas, car Netflix ne veut pas garantir une sortie en salle pour le projet. Et lui ne veut pas faire un film pour juste les plateformes de streaming. C'est ça qui est compliqué pour lui aujourd'hui, il sort de Weapons, qui a fait plus de 300 millions au box-office pour un budget de 30 millions. Énorme succès. L'un des plus grands succès de l'année au box-office. C'est une tuerie monumentale en termes de succès. Pourtant, non. Netflix, ils veulent faire le téléfilm, entre guillemets, ou la plateforme de streaming. Il n'y aura pas de sortie en salle pour l'instant, donc ils ont mis le projet en pause. Alors que moi, Zach Cregger, film d'horreur de science-fiction, mais donnez-moi ça. Je veux ça. Et en plus, il a annoncé aussi que son projet Resident Evil, ça sera dans une tempête de neige, ou en tout cas dans une zone enneigée. On en parlera plus en détail quand on aura plus d'infos. Mais Zach Cregger, science-fiction, ça ne se fera pas pour l'instant chez Netflix, à cause de Netflix, qui ne veulent pas garantir une sortie salle. Et je pense que ça va leur faire perdre énormément de réalisateurs, de créatifs, parce que les autres plateformes, Warner, HBO, on va dire, Apple, proposent quand même encore aujourd'hui des sorties salles. Et il a vu Weapons, carton, et Netflix veut le garder juste sur les plateformes de streaming. Non, c'est ridicule et un jour Netflix devra évoluer. On verra si avec Narnia, ils évoluent. The Witcher saison 4 pour Netflix, c'est le plus gros flop de la série The Witcher. 35% de moins de spectateurs que la saison 3 qui était déjà un flop, alors là c'est catastrophique. C'est pas surprenant parce que voilà, Liam Hemsworth, le changement d'acteur et tout, mais la saison 4 est meilleure que la 3. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas très très bien, hein, mais c'est meilleur, et c'est pas une catastrophe, donc ça se regarde, mais je comprends pourquoi c'est un énorme flop, et c'est dommage parce que The Witcher était tellement bien parti au final, et fatalement c'est devenu l'un des plus gros échecs de l'histoire de Netflix. Guillermo del Toro, qui donc bossait avec Netflix, a dit qu'il a adoré Avatar 3. Il considère les 3 films comme des chefs-d'œuvre. Et il faut savoir que del Toro, il est hyper ami avec James Cameron. Ils ont vécu ensemble pendant un long moment. Ils ont découvert plein d'animés ensemble. Cameron a littéralement sauvé le père de Guillermo del Toro qui était kidnappé au Mexique en payant la rançon. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Ils sont vraiment hyper copains. Ils faisaient plein de choses ensemble. Lorsque Guillermo del Toro il a fait son premier film américain, Mimic, il était complètement sous l'eau et il était tellement en galère et dispute avec Weinstein, évidemment, à l'époque, que James Cameron a personnellement attaqué Weinstein lors des Oscars. Il est allé le voir, il a engueulé « D'où tu parles comme ça de Del Toro et tout, mon copain ?» C'est génial, j'adore leur bromance, c'est trop bien. Et j'ai hâte de voir Avatar 3, qui aura donc une avant-première parisienne et européenne le 5 décembre. Je suis en train de me battre pour être invité, j'espère, parce que vous savez, Avatar, moi j'adore. Mais voilà, bromance James Cameron, Del Toro, que je trouve assez mignonne. D'ailleurs, James Cameron, il a kiffé Badlands. Il pensait que ça allait être nul, et il a dit qu'il a grave kiffé. Donc je trouve ça cool aussi, parce que Badlands, c'est pas mal. Moi j'avais bien aimé aussi, donc c'est très sympa. Et il faut savoir que si on parle d'Avatar, il y aura la bande-annonce d'Avengers Doomsday juste avant Avatar 3 en salle. On verra si ce sera le cas en France aussi, mais il y aura une bande-annonce de Doomsday qui va sortir donc en décembre. Et c'est normal, hein, pour ces projets comme ça, ils ont toujours fait un an à l'avance en général, et là ils prévoient le coup parce qu'ils veulent lancer une grosse campagne marketing, et je pense que c'est un peu le but de lancer ça maintenant. Et il faut savoir que Badlands, pour le coup, est un énorme carton. Et oui, 80 millions pour 105 millions de budget. Vous allez me dire, mais attends, Reg, c'est même pas le budget. Certes, mais c'est le plus gros carton de la licence Predator de loin, le meilleur démarrage
de la franchise. C'est certes le film Predator le plus cher, mais c'est aussi le meilleur démarrage, donc ça compense bien. Et ça peut très bien aller taper les 250-300 millions, ce qui serait un petit succès. Pas un énorme succès, mais il serait rentable. Et peut-être il y aurait des suites. Et encore une fois, les films comme ça, blockbuster, il marche bien en VOD, il marche bien en streaming. Donc il y a de fortes chances que ce projet-là marche bien en salle et partout ailleurs, que ce soit un vrai succès. Je suis un peu étonné, hein. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Badlands ne marche pas du tout, que ce soit un flop, que les gens n'aillent pas voir ça. Mais les gens sont allés le voir et les gens vont encore le voir. On verra comment se passe le bouche à oreille. Mais les gens aiment le film, il est vraiment apprécié et ils ont raison parce que le film est bien pour le coup. Donc je suis étonné du score du box-office. Mais je suis content parce que le film le mérite et moi j'ai envie de voir une suite. Vu comment ça s'est fini, on veut tous une suite. Je vais pas spoiler, ma critique est évidemment disponible. Pour ceux qui se posaient la question, Vaiana 2 a bel et bien terminé son tournage il y a quelques mois. Là c'est sûr, ils ont tout terminé et il sortira tout de même en juillet 2026 avec peut-être encore pas mal de prospects d'affaires, mais ça sortira sans problème dans quelques mois et la bande-annonce ne devrait pas tarder non plus. Si on parlait de Zach Rager tout à l'heure, il faut savoir que le projet sur Ant Gladys, le prequel, va se faire. Il est en train d'écrire le scénario, c'est bien confirmé qu'il bosse dessus activement. Il va peut-être même le réaliser ce film. Et moi je le répète, je m'en fous de ce film. Je n'ai rien à faire d'Évanouie prequel, même si j'ai bien aimé le film sans plus. Là, Ant Gladys, je m'en fous au fait. Et ce que j'aime bien par rapport à ce personnage-là, c'est le mystère autour d'elle. Donc encore une fois, bénéfice du doute, parce que Zach Rager, moi j'aime bien mine de rien, mais là honnêtement ça m'intéresse pas du tout. Par contre, pour ceux qui étaient fans de Horizon chapitre 1, il faut savoir que le chapitre 2 est confirmé, mais on ne sait pas quand exactement, mais il y aura une sortie Blu-ray, ça c'est sûr, ils l'ont annoncé, une sortie VOD, une sortie salle, pas sûr par contre. Donc les fans d'Horizon, les gens qui l'attendent, vous allez sûrement la voir au moins à la maison, ça dépendra j'imagine des pays, hein, évidemment. Mais c'est sûr que le film va arriver. Il est en train de chercher du financement pour le troisième film, Kevin Costner. C'est son projet de rêve. J'aimerais bien qu'il le fasse, même si moi j'ai pas du tout aimé le premier chapitre. Mais je suis curieux et je regarderai le deuxième chapitre. Ça c'est sûr. Pour parler un petit peu de jeux vidéo, il faut savoir que GTA 6 a été décalé de mai à novembre. Personne n'est surpris, soyez honnêtes. Encore une fois, ils prennent leur temps. Je pense que ce jeu va décevoir. Dans tous les cas, je pense que le jeu va décevoir. Pourquoi? Parce que même si c'est le jeu le plus impressionnant graphiquement, moi j'attends de voir du gameplay. Et je pense que les attentes sont tellement hautes que les gens vont forcément être déçus. Après, ça reste Rockstar, donc je me fais moins de soucis parce qu'ils ont jamais déçu en soi. Mais je sais pas si le gameplay de Rockstar en Big 2026 peut fonctionner. Déjà que GTA 5 était à la ramasse en termes de gameplay. J'ai pas encore fait Red Dead 2, mais apparemment c'est pas dingue en termes de gameplay non plus. Mais là, je m'inquiète un petit peu. Encore une fois, j'espère qu'il soit très bien. J'espère qu'il sera génial, même un chef-d'œuvre, j'espère. Mais j'ai un petit peu peur. Et là, ils l'ont décalé. Et tant mieux qu'ils décalent pour le peaufiner et le finir s'il faut le sortir en 2027-2028. Ils prennent leur temps, c'est important. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que tout le monde attend la sortie du jeu pour décaler leur jeu. Donc là, si les gens avaient prévu de sortir des jeux en fin 2026, bah, ils vont pas les sortir parce qu'il y a GTA. D'ailleurs, c'est l'exemple de Marvel qui devait sortir en fin d'année. Ensuite, ils l'ont décalé en début d'année. Et là, ils l'ont redécalé, on sait pas à quand. Mais le jeu a été encore décalé. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes de gameplay et tout. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore d'image. Mais le jeu m'intrigue quand même pas mal. Et EA a confirmé qu'ils vont garder le contrôle créatif sur leur jeu après le rachat, vous savez, du groupe d'investissement saoudien et d'autres participants. J'y crois pas des masses, mais on va voir ce que ça va donner. Les sorties de la semaine, nous avons Last Samurai Standing, que j'ai déjà vu. J'ai pas le droit de donner mon avis pour l'instant, mais j'ai déjà vu, j'en sortirai une critique ce vendredi. Merci à Netflix pour le code, on en parlera. Il y a Insaisissable 3, et honnêtement, je sais pas si je vais faire la critique, parce que j'ai vu les deux premiers, je les ai revus d'ailleurs, et j'aime pas trop en fait. Je suis pas si fan que ça. J'aime bien, ça se regarde, mais sans plus, donc je sais pas si je vais aller voir ça plutôt que faire d'autres choses, bosser plus l'émission Rage Bait de cette semaine. Je sais pas, honnêtement, si vous voulez que j'aille le voir, j'en fasse une critique, ok. Je pense que ça peut marcher en termes de vue d'ailleurs, Insaisissable. Mais je suis pas méga motivé, je suis un peu éclaté de mon week-end en plus, donc je verrai, j'irai le voir et après je déciderai. S'il me plaît, j'en parlerai. S'il me plaît pas, j'en parlerai peut-être rapidement, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas méga motivé. Il y a d'autres films qui m'intéressent plus cette semaine, comme Les Aigles de la République. Ça, j'en ferai évidemment une critique multiple, peut-être cette semaine et la semaine prochaine. On en parlera. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Désolé, encore une fois, beaucoup de travail. Vous avez vu, j'ai lancé l'émission. On doit faire beaucoup de choses pour l'émission, ma chaîne, TikTok, YouTube et tout. On est à fond sur plein de projets, moi y compris. Donc je suis un peu au bout. Mais encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ces actualités? Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cordon épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux Spotify, Twitch, Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.